Le millionnaire a feint l'amnésie pour tromper sa femme, mais elle savait. Lassée de souffrir, elle a pris une décision qui l'a fait vraiment regretter. Le vent soufflait doucement à travers les vignes endormies, dessinant des arabesques invisibles dans la brume du matin qui s'attardait encore sur le Val-de-Loire. Le manoir de la cour, une bâtisse centenaire aux pierres claires, se tenait là, majestueux mais figé, comme suspendu dans un silence pesant. Les volets du premier étage étaient entr'ouverts, laissant filtrer une lumière pâle. À l'intérieur, Élise Moreau, les pieds nus sur le parquet froid, fixait le lit vide depuis de longues minutes, comme elle l'avait fait chaque matin depuis le retour de Julien. Il n'y avait pas eu de bonne nuit, pas de main tendue, pas de regard échangé. Depuis son retour de Bordeaux, Julien n'était plus le même. Il avait franchi les portes du manoir une semaine plus tôt, une valise à la main, l'air étrangement détaché, presque étranger. Elle l'avait attendu, inquiète, pleine d'espoir et de questions. Il était censé rentrer depuis 2 jours déjà. Lorsqu'il était enfin apparu, elle s'était précipitée vers lui, le cœur battant, mais ses bras étaient restés le long de son corps. Il n'avait pas souri. Il n'avait même pas dit son prénom. À la place, il avait murmuré d'une voix trouble « Élise, je crois que je t'ai oubliée ». Elle avait cru à une blague, mais son regard ne trahissait ni humour ni panique. Un calme étrange l'habitait. Il affirmait avoir eu un accident mineur sur la route, rien de grave physiquement, mais il avait perdu ses souvenirs. Plus précisément, les souvenirs de leur vie ensemble. Assise au bord du lit, Élise fixait le mur en face, sur lequel trônait une peinture qu'ils avaient achetée à Avignon durant leur premier été de mariage. Elle se souvenait de la chaleur, des cigales, de la robe bleue qu'elle portait ce jour-là. Elle se souvenait de son rire, de la manière dont il avait glissé sa main dans la sienne, comme si rien d'autre n'existait. Ce tableau était le témoin silencieux de leur amour. Mais maintenant, il semblait appartenir à une autre époque, une époque que Julien prétendait ne pas reconnaître. Depuis, la maison résonnait d'un silence inhabituel, un silence qui n'était pas seulement l'absence de son, mais l'absence de gestes, de partage, de vie. Julien s'était installé dans la chambre d'amis, prétextant qu'il ne voulait pas brusquer les choses. Il disait avoir besoin de temps pour comprendre, pour retrouver des repères. Il disait être désolé, mais ses excuses avaient la froideur des mots appris. Élise, pourtant, s'efforçait de rester calme. Elle préparait le petit déjeuner comme avant. Elle mettait la table pour 2, bien qu'il ne la rejoigne jamais. Elle parlait peu, observait beaucoup. Chaque geste, chaque silence de Julien. Et surtout, ses contradictions. Un soir, alors qu'elle rangeait des livres dans la bibliothèque du salon, il était passé derrière elle et avait laissé échapper « Tu n'as pas changé la disposition depuis Noël dernier ». Un frisson l'avait traversé. Comment pouvait-il se souvenir d'un détail si précis alors qu'il prétendait ne plus savoir ce qu'ils avaient vécu ensemble? Elle n'avait rien dit. Elle s'était contentée de hocher la tête, le cœur serré. Ce n'était pas la première incohérence. Lors d'un dîner, il avait mentionné le vin qu'ils avaient ouvert pour leur anniversaire de mariage, affirmant que c'était un millésime trop jeune pour être apprécié. Une semaine plus tôt, il jurait ne même pas savoir à quelle date ils s'étaient mariés. Les jours passaient, et avec eux une fatigue sourde s'installait dans le corps d'Élise. Une fatigue de devoir faire semblant, de vivre dans l'ombre d'un amour qui n'avait pas disparu, mais qui ne trouvait plus d'écho. Elle savait que quelque chose clochait. L'amnésie semblait trop sélective, trop pratique. Il se souvenait parfaitement de ses affaires professionnelles, de ses comptes, des employés du domaine viticole. Il parlait à ses collaborateurs avec assurance. Il échangeait des messages avec des partenaires commerciaux sans la moindre hésitation. Seule sa vie conjugale semblait effacée. Et Élise n'était pas naïve. Elle connaissait les silences qui masquent des vérités plus dures. Le matin même, en descendant dans la cuisine, elle l'avait aperçu à travers la baie vitrée du jardin. Il parlait au téléphone, le dos tourné. Sa posture était détendue, il riait. Pas un rire forcé ou nerveux, mais un rire sincère, le genre qu'il ne lui avait pas offert depuis des semaines. Quand elle était entrée dans la pièce, il avait raccroché brusquement et pris un air perdu, comme s'il ne comprenait pas qui elle était. Ce contraste, brutal et répété, l'usait à petit feu. Élise n'était pas du genre à se plaindre. Depuis son enfance à Tours, élevée par des parents discrets et travailleurs, elle avait appris à tout encaisser avec dignité. À l'université, elle s'était imposée dans un milieu compétitif, avait décroché un poste convoité à l'école des beaux-arts d'Orléans.
C'est là qu'elle avait rencontré Julien, lors d'un vernissage. Il était venu par obligation, invité par un ami collectionneur. Elle parlait de poussins et de lumière classique. Il parlait de cépage et de fermentation. 2 mondes, 2 langages. Et pourtant, un regard avait suffi. Ce regard, elle ne le retrouvait plus dans les yeux de l'homme qui habitait désormais sous son toit. À sa place, elle ne voyait qu'un voile, une distance volontaire. Elle savait que quelque chose lui échappait. Mais quoi? Une trahison? Une peur? Ou une manipulation soigneusement orchestrée? Plus les jours passaient, plus elle sentait que l'amnésie n'était qu'un masque. Et si elle n'avait aucune preuve concrète, son instinct, lui, ne la trompait jamais. Ce soir-là, elle se coucha seule encore. Elle écouta les bruits étouffés de la maison, le craquement des boiseries, le cliquetis discret du chauffage. Chaque son semblait amplifier son isolement. Elle repensa à la première nuit qu'ils avaient passée ici, main dans la main, à rire dans les draps encore trop propres, à rêver de tout ce qu'ils allaient construire. Maintenant, elle n'entendait que le vide. Un vide qui, étrangement, ne l'effrayait plus. Au contraire, il réveillait en elle une lucidité nouvelle, une certitude. Julien mentait. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle le découvrirait. Et cette fois, elle ne serait plus spectatrice. Elle allait prendre les rênes de sa propre histoire. Le matin s'éleva sur le manoir avec une lumière tiède, voilée par les nuages gris d'un automne naissant. Élise se leva sans bruit, comme elle le faisait depuis le retour de Julien. Dans ses gestes, il n'y avait plus d'hésitation, seulement une mécanique douce et silencieuse. Elle ne cherchait plus ses bras dans le lit. Elle ne s'attendait plus à croiser son regard au détour d'un couloir. Elle avait accepté, extérieurement, ce rôle de présence invisible dans la vie d'un homme qui feignait de ne plus la connaître. Mais intérieurement, quelque chose s'épaississait, une couche de lucidité qu'aucune tendresse passée ne pouvait effacer. Chaque jour, elle observait. Non pas comme une épouse qui cherche à réparer un lien, mais comme une femme qui rassemble les fragments d'un mensonge trop bien ficelé. Julien se comportait comme un étranger poli, mais parfois trop précis dans ses oublis. Il feignait l'amnésie avec une précision presque théâtrale, s'arrêtant sur certains souvenirs anodins, tout en effaçant méthodiquement ceux qui touchaient à leur intimité. Il savait comment fonctionnait la machine à café du salon, mais prétendait ne pas se souvenir du nom de leur chat, disparu l'année précédente. Il connaissait l'odeur de son parfum, mais ne reconnaissait pas le collier qu'il lui avait offert pour leur 2e anniversaire. Élise, dans un silence douloureux, prenait note de tout. Elle avait commencé un carnet rangé dans la double couverture d'un vieux dictionnaire d'histoire de l'art, dans son bureau à l'étage. Chaque jour, elle y écrivait une phrase, un détail, un souvenir qu'il semblait nier mais qu'il trahissait par un mot, un regard, un geste. Elle ne le confrontait pas. Elle ne le harcelait pas de questions. Elle savait que le silence, parfois, faisait plus mal que les cris. Et si Julien avait choisi de jouer un rôle, alors elle s'était donné la mission de ne pas en être la victime passive. Elle se souvenait de la première fois où elle avait senti que quelque chose s'était brisé. C'était 3 jours après son retour. Elle avait préparé un dîner simple, dans l'espoir peut-être naïf, de créer une atmosphère familière. Il avait accepté de s'asseoir à table, son regard fuyant le sien. Ils avaient mangé en silence, les couverts résonnant dans la salle à manger démesurée. Au moment du dessert, elle avait servi une crème brûlée. Son dessert favori, elle le savait, il le savait aussi. Mais au lieu d'un sourire, d'un remerciement ou même d'un commentaire, il avait simplement repoussé le plat, disant qu'il n'aimait pas ça. Elle n'avait pas répondu, mais elle avait su. Ce n'était pas un oubli, c'était une décision. Julien passait ses journées au domaine viticole, évitant soigneusement de passer du temps dans la maison. Il rentrait tard, souvent après le dîner. Il passait de longues heures au téléphone, enfermé dans son bureau. Lorsqu'elle entrait pour lui apporter un thé ou un dossier qu'il avait oublié, il baissait la voix, comme s'il avait peur qu'elle entende ce qu'il disait. Il se justifiait maladroitement, toujours avec le même regard vide. Ce regard que, malgré tous ses efforts, Élise ne parvenait pas à reconnaître. Un soir, en ramassant une veste oubliée sur le canapé du salon, elle découvrit un ticket de caisse dans la poche intérieure. Une adresse à Tours, une bijouterie qu'elle connaissait. La date correspondait à la semaine de son séjour à Bordeaux. Elle n'avait reçu aucun bijou. Elle ne posa aucune question. Elle se contenta de glisser le ticket entre les pages de son carnet. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais cela s'ajoutait à cette mosaïque de petits mensonges qui formaient un tableau de plus en plus évident. Julien, de son côté,
semblait de plus en plus détaché, comme s'il se complaisait dans ce rôle d'homme sans passé. Il sortait sans prévenir, revenait avec des vêtements qu'Élise n'avait jamais vus. Un parfum nouveau s'imprégnait parfois sur son col, pas le sien, pas celui de la maison. Elle remarquait tout. Elle ne pleurait plus. Les larmes avaient cédé la place à une étrange sérénité. Une femme blessée pleure, une femme trahie se tait. Mais une femme qui comprend qu'elle a été trompée se transforme. Un après-midi, elle le vit sur la terrasse arrière, en train de lire. Elle s'approcha doucement. Il leva les yeux, surpris, puis afficha un sourire figé. Elle s'assit sans dire un mot. Il reprit sa lecture. C'était un livre sur la vinification, un sujet qu'il connaissait par cœur. Elle s'attarda sur la manière dont il tenait le livre, sur ses mains, sur la bague qu'il n'avait pas retirée. Elle se demanda pourquoi ils portaient encore leur alliance, s'ils prétendaient ne plus savoir qui elle était. Cette contradiction brûla dans sa poitrine. Elle aurait pu lui poser la question. Mais elle ne le fit pas. À la place, elle dit simplement « Tu as toujours aimé lire à cette heure-là, ici, avec la lumière qui tombe sur les collines. » Il ne répondit pas. Mais elle vit, l'espace d'un instant, une ombre passer dans ses yeux, une hésitation, une fissure. Dans les jours qui suivirent, Élise commença à se détacher émotionnellement, non pas par vengeance, mais par instinct de survie. Elle passait plus de temps à l'extérieur, à marcher, à dessiner dans les jardins, à revoir des amis qu'elle avait négligés. Elle reprit contact avec Camille, une ancienne camarade d'université, installée à Montréal. Elles échangèrent des messages, d'abord légers puis plus profonds. Camille lui parla d'opportunités, de liberté, d'un appartement libre. Élise écoutait en silence, mais avec une attention nouvelle. Elle n'en parlait pas à Julien. Il ne posait pas de questions. Il ne cherchait plus à savoir. Le manoir, autrefois théâtre de souvenirs heureux, devenait une cage dorée. Chaque pièce, chaque objet semblait peser d'un poids douloureux. Le piano du salon, qu'elle n'avait plus touché. Le tableau qu'elle avait peint pour leur premier Noël. Les livres annotés à 4 mains. Tout cela témoignait d'un amour qui n'existait plus que dans un seul cœur. Mais Élise n'était pas brisée. Elle était lucide. Et cette lucidité lui donnait une force nouvelle. Elle n'avait plus besoin qu'il lui dise la vérité. Elle l'avait déjà comprise. Et maintenant, elle réfléchissait non plus à comment réparer ce qui était cassé, mais à comment se reconstruire elle-même, loin du mensonge, loin du silence. Loin de cet homme qui avait un jour fait battre son cœur, mais qui désormais n'était plus qu'un miroir vide de ce qu'il avait été. Ce dimanche-là, la lumière tombait avec mollesse à travers les vitraux anciens du manoir de la cour. Un déjeuner familial avait été organisé à l'initiative de la mère de Julien, Madame Delacour, une femme aux manières impeccables, toujours vêtue d'élégance discrète, au regard perçant sous ses cheveux soigneusement relevés. Elle n'avait jamais réellement approuvé le mariage de Julien avec Élise, mais s'était gardée de toute remarque directe. Ce jour-là, pourtant, elle montrait un visage plus avenant. Elle avait apporté avec elle un grand album de photos, un de ceux aux pages épaisses, recouverts de papier calque, sentant légèrement le papier jauni et les souvenirs. La salle à manger était animée d'une conversation polie. Élise, assise à côté de Madame Delacour, observait Julien de l'autre côté de la table. Il répondait aux questions de son oncle sur l'état du domaine viticole, feignant l'assurance et la neutralité. Il avait raconté à sa famille une version abrégée de son amnésie. Un malaise, un choc émotionnel, une perte partielle de mémoire liée au stress. Personne n'avait osé le contredire, et tous semblaient s'en accommoder. Seule Élise connaissait l'ampleur de la supercherie. Lorsque l'album fut ouvert, une tension imperceptible se glissa dans la pièce. Les premières pages montraient des images d'enfance de Julien, des instants figés sur pellicule, où il souriait, insouciant, dans les jardins de la propriété familiale. Puis, au fil des pages, apparurent les souvenirs d'adolescence, les années d'université, les premiers voyages. Madame Delacour tournait les pages avec lenteur, racontant chaque cliché avec une émotion discrète. Et soudain, l'évidence surgit, une double page entière, consacrée au mariage de Julien et Élise. Les photos captées en Provence, sous la lumière dorée de l'été. Élise dans sa robe fluide, un sourire tendre. Julien, visiblement ému, la regardant comme si elle était la seule au monde. Il y avait là des moments volés, des regards échangés, des gestes doux. La mère de Julien, émue, posa un doigt sur l'une des images. C'était à Gordes, n'est-ce pas?
Ce petit hôtel avec les murs en pierre blanche, vous étiez si heureux. » Élise garda les yeux sur la page, mais ses pensées se bousculaient. Elle sentait le regard de Julien se poser sur elle, brièvement, puis glisser sur la photo. Et puis il parla. « Oui, » murmura-t-il d'un ton absent. « C'était là, le restaurant en terrasse. Le serveur avait renversé un verre sur la nappe. Un silence s'installa, coupé net de toute conversation. Les regards se tournèrent vers lui. Madame Delacour sourit, attendrie, croyant qu'un souvenir venait de refaire surface. Élise, elle, sentit un frisson glacial remonter le long de sa nuque. Car ce détail, le serveur, la nappe, n'était jamais mentionné dans aucune photo, ni raconté dans aucune anecdote familiale. C'était un moment à eux seuls qu'ils n'avaient jamais partagé avec d'autres. Et s'ils s'en souvenaient, alors il ne l'avait jamais oublié. Elle garda son calme, ne dit rien, laissa passer les minutes, les sourires, les anecdotes suivantes, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus un doute, c'était une certitude. Il avait menti. Il mentait encore. Ce moment d'inattention l'avait trahi. Il avait glissé, croyant sans doute qu'un souvenir innocent ne pouvait pas être suspect. Mais pour Élise, c'était la preuve qu'elle attendait. Le reste du déjeuner se déroula comme une pièce de théâtre bien rodée. Julien redevint ce personnage distant, poli, détaché. Il feignait l'étonnement devant certaines photos, faisait mine de redécouvrir des visages connus. Mais la faille était là, ouverte, béante. Élise la voyait désormais sous chaque mot qu'il prononçait, dans chaque geste qu'il faisait. Après le départ de la famille, le manoir retrouva son calme silencieux. Julien s'enferma dans son bureau, prétextant un appel important. Élise monta dans leur ancienne chambre, désormais vide de sa présence. Elle ouvrit son carnet et écrivit. Non plus une phrase, mais tout le dialogue exact du déjeuner. Mot pour mot. Elle souligna la phrase du verre renversé. Dessous, elle ajouta simplement « Preuve irréfutable, il se souvient ». Ce soir-là, elle resta longtemps éveillée, écoutant le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Elle repensait à leur lune de miel, à la chaleur du midi, aux balades entre les lavandes, aux dîners en terrasse. Elle n'arrivait pas à croire qu'il ait pu effacer tout cela de sa mémoire sans que cela lui arrache quelque chose. Mais maintenant qu'elle savait, maintenant qu'il avait été pris dans son propre piège, une autre question se formait en elle, plus douloureuse encore. Pourquoi ? Pourquoi un homme qui semblait encore habité par les souvenirs de leur amour choisirait-il de prétendre les avoir oubliés ? Pourquoi s'obstiner à nier une histoire aussi belle, aussi sincère ? Était-ce la peur, la honte, ou y avait-il une raison plus sombre, plus stratégique ? Élise comprit que la blessure n'était pas seulement dans le mensonge, elle était dans le choix délibéré de nier leur histoire, car même un homme perdu peut chercher à se souvenir. Lui ne faisait que fuir. Elle se souvint d'une phrase qu'il lui avait dite autrefois, un soir de doute, « Quand j'ai peur, je disparais ». Et s'il avait de nouveau disparu? Pas physiquement cette fois, mais émotionnellement. Derrière un mur d'amnésie fabriqué, il s'était caché, croyant peut-être qu'elle ne remarquerait rien. Mais elle avait remarqué. Elle avait tout vu, tout compris. Et désormais, il ne restait plus de place pour l'illusion. Julien n'était pas un homme brisé. Il était un homme en fuite, et elle était celle qu'il avait tenté d'effacer, sans jamais y parvenir vraiment. Car on n'efface pas l'amour véritable comme on referme un album photo. On peut fermer les yeux, détourner la tête, nier les images, mais ce qui a été vécu reste là, inscrit dans les regards, les gestes, les silences. Ce soir-là, Élise prit une décision. Elle ne chercherait plus à comprendre, elle chercherait à se libérer, et cette liberté commençait par accepter que l'homme qu'elle avait aimé n'était peut-être plus celui qui dormait à l'autre bout du couloir. Les jours suivants, le déjeuner familial ne furent accompagnés d'aucune confrontation directe. Ni voix élevée, ni larmes, ni éclats. Rien qu'un silence presque feutré, presque calme, mais tendu d'une manière nouvelle. Élise ne se surprenait plus à espérer des explications, ni à attendre un mot tendre, ni même une forme d'attention qu'elle aurait interprétée autrefois comme une tentative de rapprochement. Ce qui vivait maintenant entre eux n'était ni amour, ni haine, mais une distance lourde, précise, construite, où chacun semblait jouer un rôle dont il connaissait le texte par cœur. Julien, de son côté, continuait à se comporter avec la même courtoisie distante. Il venait prendre son petit déjeuner sans un mot de plus que le strict nécessaire. Il partait au domaine viticole
pour y passer de longues heures, rentrant tard, parfois après la tombée de la nuit. Ce rythme, auparavant normal, prenait désormais un sens différent. Il ne s'agissait plus d'engagement professionnel, mais d'évitement. Il s'absentait de la maison comme on s'échappe d'une vérité inconfortable. Pourtant, Élise, elle, restait. Non pour lutter, mais pour comprendre. Et maintenant qu'elle savait qu'il n'avait jamais oublié, sa patience n'était plus celle de la femme blessée, mais celle de la femme qui observe avant de décider. Un soir, alors qu'elle rangeait le bureau qu'elle avait autrefois partagé avec lui, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Dans le tiroir inférieur du secrétaire, caché sous des dossiers anciens, se trouvait une enveloppe. Une enveloppe épaisse, à demi ouverte, portant le nom d'un cabinet d'avocats situé à Bordeaux. La même où Julien prétendait avoir perdu la mémoire. Son cœur se mit à battre lentement, non sous l'effet d'une panique soudaine, mais avec une intensité froide. Elle prit l'enveloppe et l'ouvrit sans trembler. À l'intérieur, plusieurs pages imprimées. Un projet d'accord de séparation amiable. Aucun nom n'était encore signé, mais les termes étaient clairs. Julien prévoyait de se séparer d'elle. Pas de manière brutale, pas en conflit, mais avec une froideur calculée, comme on organiserait la vente d'une propriété dont on n'a plus l'usage. Les termes imposaient que la séparation devait venir d'elle, que ce serait elle qui exprimerait la volonté de quitter le foyer. Une ligne, soulignée au crayon, indiquait « minimiser l'impact médiatique et familial », assurer que Madame Moreau parte d'elle-même pour éviter tout conflit patrimonial. Ainsi, tout n'était qu'un plan. L'amnésie n'était pas une fuite émotionnelle, ni un traumatisme, mais une stratégie, une manière d'éroder son attachement, de l'épuiser, de la pousser à renoncer d'elle-même. Il ne voulait pas être celui qui quittait, il voulait être celui que l'on quitte, celui qui resterait innocent aux yeux du monde, celui qui préserverait l'image du mari exemplaire que sa famille avait longtemps célébré. Élise sentit une chaleur monter en elle, non brûlante mais nette, découpant chaque pensée avec une limpidité surprenante. Elle ne pleura pas, elle ne s'effondra pas. Elle resta debout, l'enveloppe à la main, regardant la fenêtre ouverte sur les vignes plongées dans la lumière déclinante. La fatigue qu'elle ressentait depuis des semaines sembla s'évaporer d'un seul coup, comme si, maintenant qu'elle avait la preuve, tout le poids qu'elle avait porté trouvait enfin sa forme. Elle n'avait plus à douter, plus à chercher, plus à espérer. Le mensonge avait un nom, et ce nom n'était pas oubli. C'était calcul, froid, méthodique. Elle resta longuement immobile, les doigts posés sur les feuilles. Puis elle rangea les documents exactement comme elle les avait trouvés, comme si elle n'avait rien vu. Elle se regarda dans le miroir accroché près de la bibliothèque. Son visage n'était pas celui de la femme brisée que Julien pensait voir. Ses traits étaient calmes, ses yeux déterminés. Elle ne se reconnaissait pas complètement, mais elle reconnaissait sa force. Une force qu'elle n'avait jamais su qu'elle possédait avant aujourd'hui. Le soir, au dîner, elle observa Julien. Il mangeait en silence, comme d'habitude. Son visage était tiré, mais non par la culpabilité, plutôt par l'effort constant de jouer son rôle. Il posa son verre, fit une remarque sur le temps, sur la météo, sur le travail. Élise ne répondit que par des mots neutres. Il ne vit rien. Ou peut-être feignait-il de ne rien voir. Peu importait. Le détachement qu'il avait tenté d'instaurer avait enfin pris racine. Mais pas comme il l'avait prévu. Ce n'était plus elle qui subissait la distance. Elle la possédait désormais. La nuit, lorsqu'elle se coucha dans son lit, elle ne resta pas longtemps éveillée. Elle n'attendait plus, ne cherchait plus à comprendre ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Tout avait déjà été dit, sans mots. Ce qu'il avait fait n'était pas seulement un mensonge, c'était la négation volontaire de leur histoire, la réduction de leur amour à une stratégie administrative. Ce n'était pas l'oubli qui l'avait détruite, c'était la façon dont il avait considéré leur relation comme quelque chose d'effaçable. Au matin, elle se leva avant le lever du soleil. Elle prépara son sac, sans hâte, sans précipitation. Elle ne prit que l'essentiel, quelques vêtements, des livres, ses carnets, son passeport. Elle laissa tout le reste. Ce qui n'avait plus de sens n'avait plus besoin d'être porté. Elle écrivit une lettre très courte, posée sur la table de la cuisine. Quelques lignes. Pas de reproches, pas d'explications, pas de supplications. Juste une vérité simple, droite, indestructible. Je sais, et je pars. Quand Julien entra dans la cuisine plus tard, il ne comprit d'abord pas. Il appela son nom une fois, puis deux, puis trois. Son écho résonna dans le manoir. Mais Élise n'était déjà plus là.
Elle marchait vers la gare du village, la tête haute, le cœur encore douloureux, oui, mais libre. Elle n'était pas la femme abandonnée. Elle était celle qui s'était levée, qui avait vu et qui avait choisi. La décision qui allait tout changer venait d'être prise. Et elle en était certaine. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle vivait pour elle-même. Le quai de la gare d'Amboise était presque vide en cette fin d'après-midi. Un léger vent balayait les feuilles mortes, les faisant danser dans les creux de pierre. Élise, debout, son sac de voyage à ses pieds, fixait l'écran d'affichage comme si chaque minute passée l'éloignait un peu plus d'une vie qu'elle n'aurait jamais pensé quitter ainsi. Le billet dans sa main tremblait à peine, non de peur, mais de cette tension intérieure propre aux décisions irréversibles. Ce billet pour Paris, puis pour Montréal, représentait bien plus qu'un simple voyage. C'était une ligne tracée entre un avant et un après, une frontière intime qu'elle avait franchie dès l'instant où elle avait refermé la porte du manoir sans se retourner. Depuis la découverte des documents juridiques dans le bureau de Julien, tout s'était accéléré en elle, mais extérieurement, elle avait maintenu une façade de calme absolu. Durant les jours précédant son départ, elle avait continué à agir normalement, dissimulant la moindre trace d'émotion derrière une apparente routine. Elle préparait le café, elle répondait aux questions, elle faisait des promenades dans le jardin comme si de rien n'était. Mais en secret, elle vendait quelques objets personnels, transférait de petites sommes d'argent sur un nouveau compte à son nom, informait ses proches de manière discrète. Elle n'avait pas annoncé son départ à sa famille, craignant que quelqu'un ne cherche à la convaincre de rester. Son amie Camille, au Canada, était la seule à savoir. Camille lui avait immédiatement proposé un logement temporaire dans son appartement en plein cœur du plateau Mont-Royal. Une chambre libre, une promesse de chaleur, un havre loin du manoir et de ses murs silencieux. Élise n'avait pas hésité. Elle avait réservé son vol depuis Paris, en prenant soin de choisir un départ au petit matin, limitant les chances de croiser Julien avant de partir. Chaque étape avait été calculée, non par peur, mais par dignité. Elle ne voulait pas d'un dernier échange dramatique. Elle voulait partir en paix, sans scène, sans larmes. Elle voulait choisir sa sortie. La veille, elle avait marché dans le parc du domaine, seule. Elle avait effleuré les feuilles, les troncs d'arbres, les murets de pierre qu'ils avaient restaurés ensemble. Chaque détail semblait chargé de mémoire, mais elle ne s'était pas laissée submerger. Ce n'était pas une promenade d'adieu, c'était un acte de réappropriation. Elle reprenait possession de ses souvenirs, non pour les effacer, mais pour leur donner un nouveau sens. Elle ne regrettait pas leur histoire. Ce qu'ils avaient vécu avait été vrai, profond, lumineux. Ce qu'elle regrettait, c'était la manière dont cela s'était terminé. Non pas dans la douleur d'un conflit, mais dans le froid calcul d'un éloignement planifié. Dans sa valise, elle n'avait emporté que l'essentiel. Quelques vêtements, ses carnets de notes, ses pinceaux. Un album photo réduit à quelques images choisies. Pas de bijoux, pas de lettres, pas de cadeaux. Elle n'avait gardé que ce qui lui appartenait en propre, ce qui témoignait de son identité avant lui, ce qui pouvait la reconstruire loin de son ombre. Elle n'avait pas laissé de message à ses parents. Elle savait qu'elle les appellerait une fois arrivés, avec des mots choisis, des explications sobres. Ce départ n'était pas une fuite, c'était une renaissance, et ceux qui l'aimaient finiraient par le comprendre. Le train arriva dans un grondement lointain. Elle monta à bord sans hésiter. Dans le compartiment, elle s'assit près de la fenêtre. Le paysage défila bientôt sous ses yeux, effaçant les contours familiers du Val-de-Loire pour les remplacer par une succession de champs, de villages, de gares anonymes. À mesure que le train s'éloignait, elle sentait le poids du passé se desserrer. Chaque minute qui passait ajoutait une couche de distance, non pas entre elle et Julien, mais entre elle et la version d'elle-même qu'elle avait dû incarner pour survivre à ces silences. À Paris, elle passa la nuit dans un petit hôtel proche de l'aéroport Charles de Gaulle. Elle dormit peu mais profondément. Pas de cauchemar, pas de larmes. Au matin, elle se leva avant l'aube, prit une douche, s'habilla simplement. Dans le miroir, elle vit une femme qu'elle ne reconnaissait qu'à moitié, mais qui lui inspira du respect. Elle n'était plus la jeune épouse pleine de rêves. Elle n'était pas non plus une femme abîmée. Elle était debout, entière, portée par un instinct de vie plus fort que la peur. À l'aéroport, l'agitation des voyageurs la rassura. Elle se fondit dans la foule, anonyme, libre. Elle n'était plus l'épouse du propriétaire d'un domaine. Elle n'était plus Élise de la Cour. Elle redevenait Élise Moreau, professeure d'histoire de l'art, femme de réflexion, de passion, de création.
Elle serra dans ses mains son passeport, son billet d'embarquement, ses papiers, comme on serre une boussole dans la tempête. Elle savait exactement où elle allait, pas seulement géographiquement, elle allait vers elle-même. En attendant l'appel pour l'embarquement, elle ouvrit son carnet et écrivit quelques lignes. Non pas pour Julien, non pour elle-même. Elle nota « Ce que j'ai quitté, ce n'est pas seulement un homme. C'est la place que j'avais acceptée dans une histoire qui n'était plus la mienne. » Elle referma le carnet, posa sa main dessus et respira profondément. À cet instant, elle comprit que ce départ ne serait pas une parenthèse. Ce n'était pas une pause dans sa vie. C'était un chapitre nouveau. Le vol fut annoncé. Elle se leva, rangea ses affaires, marcha vers la porte d'embarquement. Il n'y eut pas de voile appelant derrière elle, pas de course folle dans les couloirs, pas de dernière étreinte. Et cela lui convenait. L'amour, quand il se trahit lui-même, ne mérite pas toujours de derniers mots. Ce qu'elle portait désormais, c'était la fidélité à sa propre vérité. Elle ne savait pas encore ce qu'elle trouverait à Montréal, mais elle savait ce qu'elle n'acceptait plus. Et c'était là déjà une forme de victoire. Le manoir de la cour, vaste et silencieux, n'avait jamais semblé aussi vide. Le matin s'était levé sur une brume persistante, couvrant les vignes d'un voile humide qui collait à la peau comme un manteau de regret. Julien descendit les escaliers, les yeux encore engourdis par une nuit sans sommeil. La maison était calme, comme à son habitude ces dernières semaines, mais quelque chose clochait. Il ne saurait dire quoi. Une absence de bruit trop prononcée peut-être, une lumière différente filtrant par les vitres. Ou peut-être était-ce l'absence d'une présence à laquelle il s'était trop habitué pour la remarquer auparavant. Il se dirigea vers la cuisine, et c'est là qu'il vit la lettre. Un simple morceau de papier posé sur la table, son nom écrit dessus dans cette écriture qu'il connaissait par cœur mais qu'il n'avait pas vue depuis des jours. Il tendit la main, l'ouvrit, lut. Une phrase brève, tranchante comme une lame. « Je sais, et je pars. » Pas de signature, pas d'explication, pas de plainte. Rien que le vide. Un silence que les mots laissèrent derrière eux. Julien resta immobile, incapable de réagir. Puis, il fit le tour de la maison, ouvrit la porte de leur ancienne chambre. Vide. La penderie, à moitié nue. La salle de bain, sans ses affaires. Il monta au bureau, fouilla les tiroirs. Le carnet d'Élise n'y était plus. Il ouvrit la porte d'entrée, traversa le jardin, comme si elle pouvait encore être là, quelque part, cachée derrière les haies. Mais il ne trouva que le vent. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait osé risquer, pensant pouvoir contrôler les choses, les émotions, les gens. Pendant des semaines, il avait joué à un jeu qu'il croyait maîtriser. Il s'était convaincu que se détacher d'Élise, lentement, sans confrontation, sans rupture brutale, était la meilleure solution. Il s'était raconté des histoires sur la complexité de leur relation, sur les différences grandissantes, sur le besoin de se retrouver lui-même. Mais au fond, il savait qu'il avait eu peur, peur de l'intimité, peur de la dépendance, peur de l'amour véritable. Alors il avait construit une façade, il avait fabriqué cette histoire d'amnésie, convaincu qu'en brouillant les cartes, il éviterait le choc frontal d'un divorce, les regards de déception, le jugement de sa famille. Il croyait qu'en poussant Élise à partir d'elle-même, il resterait du bon côté de l'histoire. Mais maintenant, elle était partie. Et ce n'était plus une hypothèse, ce n'était plus un plan, c'était une réalité brutale. Julien s'assit sur le banc du jardin, le dos courbé, le visage dans les mains. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Même lors de la mort de son père, il était resté figé, solide, muré dans une posture qu'on lui avait appris à adopter très jeune, celle de l'homme qui contrôle, qui gère, qui décide. Mais ce matin-là, face à l'absence d'Élise, quelque chose se fissura en lui. Une faille profonde, longtemps ignorée, s'ouvrit, et les larmes coulèrent, silencieuses, douloureuses. Il passa la journée à errer dans la maison. Chaque pièce résonnait d'un écho qu'il n'avait jamais vraiment entendu. Le piano qu'Élise ne jouait plus, les livres qu'elle avait laissés sur la table du salon, toujours ouverts à la même page, les toiles qu'elle avait peintes et qu'il n'avait jamais vraiment regardées. Il les toucha du bout des doigts, comme si cela pouvait faire revenir quelque chose. Mais rien ne revint. Au fil des heures, une prise de conscience s'installa. Ce qu'il avait détruit, ce n'était pas seulement un mariage, c'était une confiance, une complicité, une vérité partagée. Élise n'avait jamais été parfaite.
Elle avait ses silences, ses angoisses, ses obsessions pour le détail, pour le passé. Mais elle l'avait aimé avec une fidélité simple, presque naïve. Elle lui avait tendu la main, des années durant, même lorsqu'il s'éloignait. Et lui, il avait choisi de trahir cela par confort, par lâcheté, par orgueil. Il avait sous-estimé la force tranquille d'Élise. Il avait cru qu'elle supporterait tout, encore et encore. Mais elle avait fini par dire non, par partir. Les jours suivants furent confus. Julien annula ses rendez-vous, délégua la gestion du domaine, évita les appels de sa mère. Il passait ses journées à marcher dans les vignes, à repenser à chaque moment, chaque détail. Il relisait les messages qu'elle lui avait envoyés autrefois. Il ouvrait les albums, les lettres, les carnets de voyage. Il fouilla dans les archives de leur vie, comme pour chercher un indice sur le moment exact où il avait commencé à tout saboter. Mais il n'y avait pas de moment précis. C'était une lente dérive, une série de petites lâchetés, une fatigue émotionnelle qu'il n'avait jamais osé affronter. Il avait laissé la peur dicter ses choix, et maintenant, il en payait le prix. Un soir, il ouvrit enfin son propre carnet, celui qu'il n'avait pas touché depuis des mois. Il commença à écrire, des phrases simples, sans défense. « J'ai eu peur. Je n'ai pas su te parler. Je croyais te protéger, mais je me suis protégé moi-même. » Il ne savait pas si Élise lirait un jour ces mots. Il ne savait même pas où elle était. Peut-être à Paris, peut-être déjà plus loin. Mais il écrivait comme pour se reconstruire, morceau par morceau, en acceptant enfin de regarder la vérité en face. Une semaine après le départ d'Élise, il entra dans sa chambre, celle qu'elle avait occupée seule depuis son retour. Tout était rangé, mais l'atmosphère avait changé. Il ouvrit la fenêtre. L'air frais du soir entra, emportant avec lui l'odeur des feuilles mouillées et du vin nouveau. Il s'assit sur le lit. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vulnérable, mais vivant. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait. Il n'avait pas de plan. Il avait passé des semaines à construire une mise en scène pour éviter la douleur, mais il comprenait désormais que la douleur était inévitable, qu'elle faisait partie de ce qui nous rend humains. Ce n'était plus une question d'image, de réputation, de famille. C'était une question de cœur. Et le sien, qu'il croyait à l'abri derrière des murs d'orgueil et de mensonges, battait à nouveau, brutalement, douloureusement, pour une femme qui n'était plus là. Une femme qu'il avait voulu oublier mais qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Julien se leva en sursaut, les draps froissés encore marqués par une nuit sans repos. Ses pensées, jusqu'alors engluées dans un brouillard d'inertie, s'éclairent brutalement lorsqu'il découvre un message laissé sur son téléphone, sans nom, sans explication, seulement une capture d'écran, une réservation de vol à destination de Montréal, au départ de Paris-Charles de Gaulle. L'heure indiquée est précise, l'image est nette, et sa réaction est immédiate. Il se redresse, incapable de respirer correctement. Un vertige le saisit. Il lit à nouveau les informations, puis jette le téléphone sur le lit. Son cœur bat à un rythme effréné. Il ne pense plus, il agit. Il attrape un manteau, les clés de la voiture, sort de la maison sans même fermer la porte derrière lui. La pluie commence à tomber, fine d'abord, puis plus insistante à mesure qu'il traverse les petites routes sinueuses qui serpentent entre les vignes du Val de Loire. Le ciel est bas, gris, chargé comme son esprit. Il ne se demande pas pourquoi ce message lui est parvenu. Il ne s'interroge pas sur l'identité de l'expéditeur. Il sait que c'est son dernier recours. Il ne peut plus attendre. Il ne peut plus réfléchir. Il doit la retrouver avant qu'elle ne monte dans cet avion. Avant que cette porte ne se ferme à jamais, chaque virage lui semble une épreuve. Il serre le volant avec une tension presque douloureuse. L'eau tambourine sur le pare-brise. Les essuie-glaces peinent à suivre le rythme. Son regard reste fixé sur la route, mais son esprit, lui, voyage bien au-delà. Il revoit Élise, ses silences, ses sourires, son regard qu'il a appris à éviter, puis à regretter. Les images se bousculent, sans ordre, comme un film remonté à l'envers. Il revoit leurs promenades, les dîners à la lueur des bougies, les étés passés à restaurer des meubles anciens, les discussions passionnées sur l'art, les rêves de famille, les rires, même les disputes. Tout ce qu'il a cru pouvoir ranger dans une boîte nommée passé. Tout ce qu'il a trahi par peur, par lâcheté, par orgueil. Il avait pensé qu'en contrôlant la rupture, il éviterait la souffrance. Il s'était convaincu que la faire partir d'elle-même le protégerait de l'humiliation. Mais il avait perdu beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Et maintenant, il ne savait pas s'il avait encore une chance de réparer.
Il savait seulement qu'il devait essayer. Non pour l'image, non pour sa réputation, non pour calmer sa famille, mais parce qu'il l'aimait, et parce qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. La route vers Paris semble interminable. Le trafic ralentit parfois, puis s'accélère de nouveau. Il regarde l'heure, calcule le temps qu'il lui reste. Il pense au terminal, aux longues files d'attente, au contrôle de sécurité, et surtout à la porte d'embarquement qui se ferme, au signal sonore qui annonce un départ irréversible. Il appuie sur l'accélérateur, son regard rivé à l'horizon, refusant de céder au désespoir. Il a déjà trop laissé faire, trop laissé partir. Un souvenir particulier revient avec une clarté douloureuse. La fois où Élise lui avait dit, en riant, qu'elle rêvait de visiter le Canada à l'automne pour voir les érables rougir. Il n'y avait pas prêté attention à l'époque. Il avait répondu vaguement, parlant de vendanges et de contrats à honorer. Mais elle avait continué à y croire. Elle avait gardé ce rêve vivant, même lorsqu'il s'éteignait doucement dans leur couple. Et aujourd'hui, elle le réalisait, seule. La pluie devient torrentielle à mesure qu'il approche de la périphérie parisienne. Les phares des autres véhicules forment des traînées floues. Il doit ralentir puis reprendre de la vitesse dès que possible. Il jure à voix basse, frappe le volant de frustration. Les minutes s'égrènent comme du sable dans un sablier cruel. Il ne sait pas si elle est déjà dans l'aérogare, si elle a passé le contrôle. Il ne sait rien, et c'est cette incertitude qui le pousse, encore, malgré la fatigue, malgré la peur. Il pense à ce qu'il pourrait lui dire s'il arrive à temps. Il pense à la manière de s'excuser, mais les mots lui semblent dérisoires. Comment demander pardon pour une trahison si longue, si froide? Il ne veut pas préparer un discours. Il veut juste la voir, lui parler. L'embrasser peut-être, ou simplement lui tenir la main. Lui dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, mais qu'il sait maintenant ce qu'il ressent, que tout le reste n'a plus d'importance. Soudain, alors qu'il entre dans un virage à grande vitesse, ses pneus glissent légèrement sur la chaussée trempée. Il tente de corriger, mais la voiture dérape. Un choc brutal. Le véhicule heurte un arbre, s'immobilise. L'airbag explose devant lui, le projette en arrière. Le silence retombe, seulement troublé par la pluie qui continue de battre les vitres. Julien respire douloureusement. Il sent son bras gauche engourdi, un filet de sang coule sur son front. Il veut bouger. Il ouvre la portière avec difficulté, sort, titube. Un automobiliste s'arrête, propose d'appeler les secours. Il refuse. Il demande juste un téléphone, compose un numéro de taxi. Ses jambes le soutiennent à peine, mais sa détermination reste intacte. Quelques minutes plus tard, il monte dans le taxi. Il donne l'adresse de l'aéroport, pressant le chauffeur de faire vite. Chaque seconde compte. Son cœur bat plus fort que jamais. Il se sent vivant, comme il ne l'a plus été depuis des années. Dans la douleur, dans l'urgence, dans la peur, quelque chose renaît. Il n'est plus question de fuite, il est question de vérité. La silhouette du terminal apparaît enfin à travers la brume. Julien paie, descend sans attendre la monnaie. Il court malgré la douleur, malgré le sang, malgré la pluie. Il entre dans le hall principal, scrute les écrans. Le vol vers Montréal est en cours d'embarquement. Il court vers le terminal indiqué, bouscule des passants, glisse sur le sol humide. Le personnel de sécurité tente de l'interpeller, mais il ne s'arrête pas. Il prononce le nom d'Élise à voix haute, encore, et soudain, au loin, il la voit. Elle est là, valise à la main, carte d'embarquement entre les doigts. Elle s'apprête à franchir le dernier portique. Julien crie son nom. Une fois, deux fois. Élise se retourne lentement. Leurs regards se croisent à travers la foule. Il continue d'avancer, boitant, haletant, couvert de boue et de sang. Mais il avance, parce qu'il n'a plus rien à perdre, parce qu'il sait enfin que c'est maintenant ou jamais. Le temps semblait suspendu, alors que Julien traversait l'aéroport, soutenant difficilement son propre corps. Sa chemise déchirée laissait voir une plaie au front, d'où le sang s'écoulait lentement, colorant sa tempe d'un rouge sombre. Il avait le bras gauche contre sa poitrine, douloureux, probablement fracturé, mais l'adrénaline lui permettait de continuer. Son visage, déformé par l'épuisement et la souffrance, ne trahissait qu'une seule chose, la peur viscérale de ne pas arriver à temps. Une peur différente de celle qu'il avait connue autrefois, lorsqu'il avait choisi de fuir, de manipuler, de cacher. Cette peur-là n'était pas stratégique, elle était humaine, nue, irréversible. Il avait déjà perdu Élise une première fois, par sa faute.
Il ne pouvait pas la perdre une seconde fois sans avoir dit la vérité. L'agent de sécurité s'interposa une première fois, mais fut arrêté net par la détresse dans les yeux de Julien. Il expliqua en quelques mots hachés et soufflés que la femme qu'il aimait partait, qu'il devait lui parler, que c'était une urgence. Le ton n'était pas celui d'un homme en colère, mais celui de quelqu'un au bord du gouffre. Devant l'insistance, un superviseur fut appelé. Un regard, un échange rapide et ils le laissèrent passer. Il n'avait que quelques minutes, peut-être moins. Élise était à quelques pas de la porte d'embarquement. Sa valise roulante dans une main, le passeport et la carte d'embarquement dans l'autre. Elle entendit son nom. Une voix qu'elle n'avait pas entendue ainsi depuis longtemps. Une voix brisée, déformée par l'émotion. Elle se retourna, incrédule. Ce qu'elle vit la figea. Julien, en sang, boitant, le visage dévasté, marchait droit vers elle comme un homme sorti d'un cauchemar. Elle sentit son cœur se serrer, puis battre à tout rompre. Ce n'était pas une scène qu'elle aurait pu imaginer. Pas après tout ce qu'il avait fait. Et pourtant, il était là. Le silence autour d'eux semblait absorber les bruits de l'aéroport. Les annonces, les pas, les roulements de valises s'effaçaient. Julien s'approcha, tomba presque à genoux à ses pieds, incapable de continuer à tenir debout. Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis des mois, il ne portait plus aucun masque. Il n'y avait ni fierté, ni justification, ni stratégie. Il n'y avait que lui, brisé, vrai. « Je t'aime, Élise, je t'aime et je suis désolé. » Il ne pouvait dire que ça. Les mots se bousculaient en lui, mais rien d'assez fort ne venait. Il ne trouvait pas comment exprimer le désespoir, la honte, le vide. Alors il répéta ce qu'il avait toujours refusé de dire quand cela comptait. « Je t'aime. » Elle resta figée un moment. Une foule s'était formée autour d'eux. Des passagers s'arrêtaient. Un agent tentait de remettre de l'ordre. Mais tout cela était lointain, insignifiant. Elle regarda l'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle avait laissé, celui qui avait prétendu l'avoir oublié. Elle vit ses blessures, son corps tremblant, son regard sincère. Et soudain, elle comprit que quelque chose avait changé. Il n'était plus celui qui contrôlait. Il n'était plus celui qui fuyait. Il était simplement un homme qui venait de tomber. Elle s'accroupit lentement, posa sa main sur sa joue, sentit le sang tiède contre ses doigts. Il ne détourna pas les yeux. Il ne chercha pas à expliquer. Il attendait. Peut-être un pardon, peut-être un rejet. Peu importe. Il voulait qu'elle sache. « Pourquoi ?» murmura-t-elle enfin. « Pourquoi m'avoir menti? Pourquoi avoir tout détruit alors qu'on aurait pu essayer ?» Julien ferma les yeux un instant. Il n'avait plus la force de mentir. Il ne voulait plus. « Parce que j'avais peur. Peur de te perdre si tu me voyais tel que j'étais vraiment. » Pas l'homme fort, pas l'entrepreneur, pas le mari modèle, juste moi. Et je me suis dit qu'en te faisant partir doucement, je ne souffrirais pas. Mais je me suis trompé. Te voir partir a été 1000 fois plus douloureux que tout ce que j'avais imaginé. Il leva son bras valide, hésitant, puis toucha la main d'Élise. J'ai voulu te faire croire que je ne me souvenais plus, parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais détruit ce qu'il y avait de plus précieux dans ma vie. Les larmes roulaient sur les joues d'Élise, pas celles du chagrin, celles de la compréhension, d'une vérité qu'elle avait toujours pressentie, mais qu'elle n'avait jamais entendu formuler ainsi. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda autour d'eux, puis vers la porte d'embarquement. L'annonce finale appelait les derniers passagers. Une partie d'elle voulait partir encore, tourner la page, continuer sa route, seule. Mais une autre, plus intime, plus ancrée, reconnaissait dans ce chaos le début de quelque chose de réel. Elle aida Julien à se relever. Il chancela. Elle le soutint. Ils restèrent là, debout, au milieu des regards, à moitié effondrés. Julien n'était plus pressé. Il savait qu'il avait provoqué cet instant, qu'il l'avait mérité. Il savait aussi que ce n'était pas encore le pardon. C'était juste l'espace d'une réponse. Et ce fut Élise qui parla la première. « Tu ne m'as pas oublié, Julien. Tu t'es simplement perdu. Et moi, j'ai cessé de te chercher. Parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Mais je sais que ce moment est vrai. Pour la première fois depuis longtemps. » Il hocha la tête. Il n'attendait rien. Il acceptait. Un membre du personnel s'approcha, leur demanda s'ils comptaient embarquer. Élise regarda son billet, puis Julien, puis le billet encore. Elle ne répondit pas. Elle prit simplement la main de Julien dans la sienne, serra doucement.
Le geste disait ce que les mots n'osaient pas encore formuler. Elle ne montait pas dans cet avion. Pas maintenant. Pas ainsi. Le terminal semblait figé dans un instant suspendu, comme si le temps lui-même avait hésité à avancer. Les voyageurs reprenaient lentement leurs pas. Les annonces résonnaient à nouveau dans les haut-parleurs. Et pourtant, autour de Julien et Élise, tout demeurait étrangement silencieux. Le sang sur le visage de Julien commençait à sécher, la douleur dans son bras s'intensifiait, mais rien ne semblait pouvoir détourner son regard de celui d'Élise. Il respirait difficilement, mais son cœur battait avec une clarté douloureuse. Face à lui se tenait la femme qu'il avait prétendu oublier, et qui maintenant, dans ce hall d'aéroport, représentait tout ce qu'il croyait irréparable. Elle le regardait sans parler, son visage figé dans un mélange d'émotions qui ne trouvait pas de nom. Surprise, chagrin, soulagement, colère, tendresse, tout cela en même temps, en couches successives. Dans ses yeux, il n'y avait ni triomphe ni vengeance, seulement une lucidité nouvelle, calme et dévastatrice. Elle l'avait attendu autrefois longtemps. Elle avait supporté ses silences, ses détours, ses absences. Mais aujourd'hui, elle ne lui tendait pas les bras. Elle l'écoutait, elle observait. Et cette retenue valait 1000 gestes. Julien n'essayait pas de se justifier. Il avait passé des jours à inventer des scénarios, des discours, des explications. Il les avait tous rejetés. Il savait désormais qu'aucun mot ne pouvait effacer ce qu'il avait fait. Il pouvait seulement offrir sa vérité, nue, sans artifice, et c'est ce qu'il fit. J'ai voulu te faire croire que je ne me souvenais plus parce que je n'avais plus la force d'affronter ce que je devenais. Je n'étais pas heureux, Élise, mais ce n'était pas ta faute. J'étais perdu, et j'ai eu honte de ce vide que je ressentais, honte de ne plus savoir aimer comme avant. Alors j'ai décidé de fuir, mais pas par la porte, par le mensonge. Je t'ai trahi, oui. Mais ce que je ne t'ai jamais dit, c'est que même dans ce mensonge, je pensais encore à toi, tout le temps. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'un trop-plein d'émotions qu'il n'avait jamais exprimé. Chaque mot semblait lui arracher un morceau de souffle. Pourtant, il continua. « Je me suis menti à moi-même bien avant de te mentir à toi. J'ai cru qu'en te poussant à partir, j'allais m'épargner le pire. Mais en te voyant franchir ce portail aujourd'hui, j'ai compris que le pire, c'est de ne plus être digne de toi. » Élise ne répondit pas immédiatement. Elle serra son billet dans sa main, puis le relâcha lentement. Il tomba au sol, glissant sous une banquette sans que ni l'un ni l'autre ne s'en soucie. Elle baissa les yeux vers les chaussures de Julien, pleines de boue, ses vêtements froissés, son corps meurtri. Et elle murmura « Tu sais ce qui me fait le plus mal, Julien. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas que tu aies inventé une amnésie pour éviter de me faire face. C'est que tu m'aies cru incapable de comprendre, que tu m'aies vue comme une femme qu'on manipule au lieu d'une partenaire à qui on se confie. » Il baissa la tête. Il savait. Ce qu'elle disait, il l'avait senti au plus profond de lui. Il l'avait sous-estimé. Non pas son amour, mais sa force. Tu aurais pu me dire que tu doutais, que tu avais peur, que tu voulais t'éloigner. J'aurais souffert, oui, mais j'aurais respecté ta vérité. Ce que je ne peux pas respecter, c'est la lâcheté. Tu m'as volé mon droit de choisir. Et malgré tout, je suis encore là, devant toi, et je ne sais pas pourquoi. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis elle ouvrit son sac, en sortit un mouchoir en tissu brodé, un de ceux que Julien lui avait offert dans un vieux marché d'antiquités. Elle s'approcha de lui, essuya doucement le sang sur sa tempe, ses gestes lents, presque rituels. Julien ne bougeait pas. Il la regardait faire, bouleversé. « Peut-être que c'est parce que je t'aime encore, » dit-elle enfin, « et que malgré tout, je n'arrive pas à tourner la page sans te voir pour ce que tu es vraiment, pas pour l'homme que tu fais semblant d'être. » Elle s'interrompit, leva les yeux vers le panneau d'embarquement. Le dernier appel pour le vol vers Montréal venait d'être lancé. Elle regarda Julien. Un silence les enveloppa. « Je peux partir, et je le ferai si c'est ce qu'il faut. Je ne suis plus cette femme qui attend qu'on la choisisse. J'ai appris à me choisir moi-même. Mais si je reste, Julien, ce ne sera pas par faiblesse. Ce sera parce que je vois en toi autre chose qu'un homme qui a fui. Je vois un homme qui a failli, oui, mais qui veut se relever. » Il ouvrit la bouche, mais elle l'arrêta d'un geste. « Ne me promets rien. Ne me supplie pas. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un miracle. C'est la vie. Et la vie parfois nous laisse une deuxième chance, mais elle ne fait pas de cadeaux.
Julien hocha la tête lentement. Chaque mot d'elle était une flèche, mais aussi un baume. Il comprenait, enfin. Il ne s'agissait plus de regagner son amour. Il s'agissait de devenir digne de lui. Elle se redressa, prit une profonde inspiration, puis tendit la main. Il la prit avec une douceur nouvelle, presque timide. Ils restèrent là quelques secondes, unis dans ce simple contact. La porte d'embarquement se ferma dans un bip métallique, mais aucun d'eux ne réagit. Le murmure de la foule reprit, les passants les contournaient. Mais pour Élise et Julien, tout venait de commencer. Ou peut-être de recommencer. Elle ramassa sa valise, non pour embarquer, mais pour marcher à ses côtés. Et dans ses yeux, une lumière discrète renaissait. Pas celle des illusions. Celle de l'espoir vrai, celui qui survit aux tempêtes parce qu'il a appris à ne pas dépendre du ciel. Lorsque la silhouette d'Élise s'éloigna du portail d'embarquement, une vague de silence emplit l'espace autour d'eux. Ils avancèrent lentement, sans se parler, traversant les couloirs de l'aéroport comme deux étrangers, liés par une histoire que personne d'autre ne pouvait deviner. Les regards étaient nombreux, certains curieux, d'autres gênés, mais aucun mot ne fut échangé entre eux. Julien marchait avec difficulté, tenant son bras contre son flanc, chaque pas résonnant douloureusement dans son corps endolori. Élise, de son côté, gardait une expression calme, mais à l'intérieur, 1000 émotions se croisaient, se heurtaient, se confondaient. Ils trouvèrent une salle d'attente presque vide, avec des sièges tournés vers une baie vitrée. Le ciel de novembre, gris et lourd, couvrait Paris d'une lumière sourde. Julien s'assit avec effort, grimaçant, tandis qu'Élise restait debout quelques instants, indécise. Puis elle s'installa à ses côtés, laissant un peu d'espace entre eux. Ce n'était pas de la froideur, mais une prudence née d'une blessure encore fraîche. Il n'y avait plus de colère dans ses gestes, seulement une attente, celle d'une explication qui n'avait jamais été donnée, d'une parole enfin honnête, d'un moment où la vérité prendrait la place du théâtre. Julien fixa la vitre un moment, puis tourna lentement la tête vers elle. Il ne savait pas par où commencer. Chaque mot lui semblait insuffisant, maladroit. Pourtant, il sentait qu'il ne pouvait plus reculer. Il n'aurait peut-être plus jamais l'occasion de parler ainsi. Et même s'il devait échouer, il devait au moins essayer. Pour elle, pour lui, pour ce qu'ils avaient été. Tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai menti? Je vais te le dire, pas comme une excuse, mais comme un aveu, parce que je te dois ça. Il inspira profondément. Sa voix était rauque, plus basse que d'habitude. Il y a un an, j'ai commencé à me sentir vidé. Pas à cause de toi, à cause de moi. J'allais bien, en apparence. Le domaine tournait, nos projets avançaient, mais à l'intérieur, je me sentais absent, comme si tout ce que j'avais construit ne me ressemblait plus. Je me levais chaque matin avec cette impression d'usure, d'étouffement, et je ne t'en parlais pas, parce que je savais que tu comprendrais. Et c'est ça qui me faisait peur. Élise tourna lentement la tête vers lui. Elle ne disait rien. Elle attendait. Julien poursuivit, le regard rivé au sol. Tu étais la seule personne devant qui je n'arrivais pas à mentir. Alors j'ai pris la pire décision. J'ai décidé de disparaître de toi sans partir. J'ai créé cette distance, cette mise en scène, cette amnésie ridicule, parce que je voulais que tu te lasses, que tu partes. Pas parce que je ne t'aimais plus, Élise, parce que je t'aimais trop pour te montrer à quel point j'étais faible. Sa voix se brisa. Il posa sa main libre sur sa cuisse, la serrant. Puis il reprit, d'un ton plus bas. Je ne supportais pas l'idée que tu me vois défaillir, que tu découvres que je n'étais pas cet homme stable, solide, fiable. J'ai confondu force et silence, et j'ai oublié que l'amour ne se nourrit pas de mensonges. Je t'ai regardé souffrir jour après jour et j'ai continué à jouer, parce que j'avais peur qu'en arrêtant, il ne reste plus rien. Mais en fait, c'est justement ce silence qui a tout détruit. Il leva les yeux vers elle. Elle l'écoutait toujours, immobile. Ses traits étaient marqués, mais son regard était d'une intensité presque douloureuse. Julien sentit ses yeux s'humidifier, mais il ne détourna pas le regard. J'ai relu tes lettres, tes messages, même tes silences. Et j'ai compris que tu savais. Depuis le début, tu savais que je mentais. Et tu as attendu. Tu m'as laissé une chance sans me confronter en espérant que je revienne à moi-même. Mais je ne l'ai pas saisie. Je t'ai laissé partir. Et c'est là que j'ai compris. J'ai vu cette maison sans toi. Et tout ce que j'avais réussi à bâtir s'est effondré. Parce que sans toi, Élise, rien n'a de sens.
Il s'interrompit. Un long silence suivit. Seul le bruit lointain des annonces d'embarquement remplissait l'air. Puis Élise prit une inspiration lente. « Tu dis que tu m'aimais trop pour me montrer ta faiblesse. Mais tu ne m'as jamais demandé si j'étais assez forte pour la porter avec toi. Tu m'as exclu de ta douleur, Julien. Tu m'as volé la chance de te soutenir. Tu as décidé seul de ce que je pouvais encaisser. Tu as décidé pour deux. C'est ça, le vrai mensonge. » Sa voix n'était ni froide, ni violente. Elle était claire, résolue. « Je t'aimais aussi, profondément. Et tu n'as pas su me faire confiance, pas quand c'était le plus important, pas quand ça comptait vraiment. » Elle tourna la tête, regarda dehors, puis reprit plus doucement. « Mais je ne suis pas partie parce que tu étais perdu. Je suis partie parce que tu m'as enfermé dans ton silence, parce que tu m'as regardé souffrir et que tu n'as rien fait. Et malgré tout ça, malgré la douleur, malgré le départ, une partie de moi t'attendait encore. » Julien sentit une chaleur lui monter à la gorge. Il ouvrit la bouche, mais elle le coupa d'un geste doux. « Je ne suis pas ici pour réécrire l'histoire. Elle est ce qu'elle est. Mais si tu veux construire quelque chose de nouveau, il faudra que tu comprennes une chose. Je ne serai plus jamais cette femme qui se tait en espérant qu'on la regarde. Si tu veux que je reste, ce sera pour marcher à mes côtés, pas derrière toi, ni devant. » Julien hocha la tête, les yeux embués. « Je veux apprendre, dit-il. Je veux changer. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que je ne veux plus jamais te perdre. » Elle lui prit la main. Cette fois, ce fut elle qui initia le contact. Et dans ce geste, il y avait moins de pardon que de promesse. La promesse d'un possible. La promesse que, peut-être, au bout de tout cela, un amour différent pouvait naître. Un amour reconstruit, lucide et surtout choisi. Lorsque la main d'Élise se referma sur celle de Julien, il n'y eut pas de frisson magique, pas de lumière surnaturelle, ni de renaissance immédiate. Ce fut un contact réel, concret, entre deux êtres abîmés qui, malgré les cicatrices, décidèrent de se regarder encore une fois. Et pourtant, dans ce simple geste, quelque chose avait changé. Non pas l'histoire douloureuse qu'ils portaient derrière eux, mais la possibilité d'une nouvelle version à écrire. Une version qui ne s'appuierait plus sur les illusions passées, ni sur les rôles assignés, mais sur une vérité nue, imparfaite et humaine. Ils quittèrent l'aéroport ensemble, Élise traînant sa valise d'une main, Julien marchant avec lenteur, soutenu par la volonté plus que par ses forces. Le trajet jusqu'à l'hôtel fut silencieux, ponctué uniquement par les bruits de la ville, les klaxons au loin, le murmure régulier des pneus sur l'asphalte mouillé. Ils ne se parlaient pas, mais il n'y avait plus de tension dans ce silence. C'était un espace de respiration, une transition entre ce qui venait de se dire et ce qui restait à vivre. Dans la chambre d'hôtel modeste qu'ils rejoignirent, Élise aida Julien à s'asseoir sur le lit. Elle appela un médecin de garde, fit venir des pansements, des antidouleurs. Elle nettoya doucement les plaies de son front, plaça une écharpe autour de son bras. Elle fit tout cela sans théâtralité, sans surjouer la compassion. Ses gestes étaient calmes, précis, empreints d'une tendresse contrôlée. Julien l'observait sans parler, chaque soin qu'elle lui prodiguait agissant comme un rappel silencieux de ce qu'il avait presque détruit. Une fois qu'il fut soigné, installé contre l'oreiller, elle s'assit sur le fauteuil près de la fenêtre. Elle regardait la ville s'agiter sous les lampadaires, les silhouettes pressées, les taxis, les passants. Elle tenait encore son billet d'avion, plié plusieurs fois dans sa main. Elle le tourna lentement, observa les coins usés, puis le posa sur la table basse. Ce billet n'avait plus de destination. Ce qu'il représentait s'était évaporé. Julien prit la parole, la voix encore faible. « Tu n'es pas obligé de rester, tu sais. Tu as encore le droit de partir, même maintenant, surtout maintenant. » Elle le regarda longuement. Son regard n'avait plus rien d'indécis. Il était calme, ancré. « Je sais. C'est justement pour ça que je suis encore là. » Elle se leva, fit quelques pas dans la chambre, puis s'arrêta face à lui. « Ce n'est pas un pardon que je t'ai donné là-bas. Ce n'est pas une promesse non plus. C'est une chance. La seule que je suis prête à offrir. Pas pour que tu me reconquiers, pas pour que tu te rachètes, mais pour qu'on voie ensemble ce qu'il reste entre nous quand on retire les masques, les fuites, les jeux. » Julien acquiesça lentement. Il comprenait enfin que cette femme qui se tenait devant lui n'était plus celle qu'il avait tenté de manipuler. Elle avait traversé son mensonge. Elle avait survécu à son absence. Et maintenant, elle revenait, non pas soumise, mais entière. Le lendemain matin,
Élise appela Camille à Montréal. Elle lui parla longtemps, lui expliqua qu'elle ne prendrait pas le vol prévu, qu'elle avait décidé de rester au moins pour un temps. Camille ne la jugea pas. Elle lui rappela seulement, doucement, qu'elle avait une place si jamais elle changeait d'avis. Cette conversation renforça encore plus en Élise le sentiment de choisir. Elle n'agissait plus par réaction, par douleur, ni par espoir illusoire. Elle faisait un choix réfléchi, assumé, pleinement sien. Dans les jours qui suivirent, ils décidèrent de retourner à la campagne, mais pas au manoir. Julien, sur une impulsion aussi soudaine qu'inattendue, proposa de vendre une partie de ses parts dans l'entreprise familiale. Il ne voulait plus de cette vie construite sur des attentes et des héritages. Il voulait commencer ailleurs, différemment. Ils trouvèrent une maison modeste près d'Avignon, entourée d'un petit jardin sauvage. Une maison sans passé commun, sans mémoire à trahir, un espace vierge où ils pourraient, peut-être, inventer une nouvelle version d'eux-mêmes. Ce changement ne se fit pas sans difficulté. Les premiers jours furent maladroits. Ils réapprirent à vivre côte à côte, à partager des espaces, à réapprivoiser les gestes quotidiens. Il y avait des silences encore lourds, des maladresses, des absences de mots. Mais il y avait aussi parfois des sourires qui revenaient, des regards qui se croisaient plus longtemps. Et surtout, un effort sincère de part et d'autre. Ils acceptèrent d'aller en thérapie de couple, une fois par semaine. Ce fut difficile au début, mais peu à peu la parole s'installa. Des vérités surgirent, des douleurs se libérèrent, et surtout, une forme nouvelle de respect s'installa entre eux. Un respect basé sur l'écoute, sur la reconnaissance des blessures, et sur la volonté de les dépasser. Élise reprit contact avec son univers. Elle donna des cours dans une petite école d'art locale, reprit la peinture, exposa quelques toiles dans une galerie discrète. Julien, lui, planta quelques vignes sur un terrain abandonné, non pour produire à grande échelle, mais pour retrouver le geste, le lien avec la terre, loin des pressions de l'héritage familial. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble sur la terrasse, un vent tiède soufflait entre les oliviers. Le ciel était dégagé, les étoiles commençaient à apparaître une à une. Julien la regarda longuement, puis dit « Ce qu'on construit ici, ce n'est peut-être pas ce qu'on avait imaginé, mais c'est peut-être ce qu'on a toujours eu besoin de vivre. » Élise le fixa quelques secondes, puis acquiesça. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette soirée, rien de théâtral, juste la paix. Et cette paix-là, ils l'avaient regagnée, non pas parce qu'ils avaient effacé le passé, mais parce qu'ils avaient décidé de ne plus le laisser les définir. Les saisons s'étaient écoulées avec une douceur inattendue dans leur nouvelle maison du Sud, où le chant des cigales remplaçait désormais le silence oppressant des longues journées au manoir. La bâtisse, bien plus modeste que la demeure de la cour, était posée sur une légère colline entourée d'arbres fruitiers et d'un petit terrain qu'ils avaient lentement transformé. Là où il n'y avait que cailloux et ronces à leur arrivée, des fleurs commençaient à surgir timidement. Élise, chaque matin, descendait pieds nus dans le jardin, un arrosoir à la main, parlant aux plantes avec une douceur qui ne cherchait plus à réparer le passé, mais à nourrir un présent vivant. Julien, de son côté, avait quitté définitivement l'entreprise familiale. Il s'était retiré sans fracas, sans déclaration publique, sans même tenter de convaincre qui que ce soit. Il savait que son choix surprenait, voire décevait. Mais pour la première fois, il ne ressentait plus le besoin de se justifier. Il n'avait pas fui. Il s'était extrait d'un monde qui ne lui appartenait plus. Chaque matin, il rejoignait un petit cabanon au fond du terrain, transformé en atelier de bois. Il y sculptait des objets simples, redonnant forme à des matériaux usés, tout comme il tentait chaque jour de se reconstruire. Le couple, pourtant, ne vivait pas une idylle sans faille. Les blessures profondes laissaient des traces. Parfois, une remarque involontaire, un silence plus long que d'habitude, ravivait de vieilles douleurs. Mais désormais, ni l'un ni l'autre ne fuyaient ces instants. Ils en parlaient, parfois longtemps, parfois brièvement. Ils n'avaient plus peur du conflit, car ils avaient appris que ce n'est pas la dispute qui détruit, mais le silence qui l'entoure. Élise, en reprenant ses cours, avait retrouvé une part d'elle-même qu'elle croyait perdue. Face à ses élèves, elle redevenait la femme passionnée par l'histoire, l'esthétique, les récits enfouis dans les tableaux anciens. Elle parlait de Caravage, de Monet, de Camille Claudel, et parfois glissait des références à des œuvres qu'elle-même avait commencé à peindre. Dans l'arrière-salle d'une petite galerie d'Avignon, quelques-unes de ses toiles étaient exposées. Ce n'étaient pas des œuvres spectaculaires,
mais elle portait en elle une sincérité nouvelle, une forme d'apaisement lentement gagnée. Julien l'accompagnait parfois à ses vernissages. Il ne cherchait pas à se mettre en avant, restait en retrait, observant avec fierté cette femme qui avait su se relever malgré tout. Et dans ces moments, lorsqu'elle croisait son regard à travers la foule, un sourire discret s'échangeait entre eux, comme une signature silencieuse du chemin parcouru. Il poursuivait aussi la thérapie, pas par nécessité constante, mais comme un rituel d'entretien. Le thérapeute, un homme âgé au regard pénétrant, les recevait tous les 15 jours. Ils y parlaient de ce qui allait bien, de ce qui allait moins bien. Julien y racontait sa difficulté à lâcher le besoin de contrôle. Élise parlait de sa peur que tout cela ne soit qu'un sursis. Et au fil des séances, une forme de confiance stable s'installait, nourrie non par des promesses, mais par des actes quotidiens. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin, replantant un massif de lavande près du mur est, Élise s'arrêta, posa ses gants de cuir sur le sol et regarda Julien. « Tu sais que je ne suis pas revenu pour revivre notre passé, n'est-ce pas ?» Qu'il releva la tête, surpris par la question, mais hocha doucement la tête. « Oui, je l'ai compris. Tu es revenu pour autre chose, pour voir s'il y avait encore quelque chose à construire. » Elle sourit, s'approcha, posa une main sur sa joue. « Et tu sais quoi? Il y a. » C'était une phrase simple, dite sans solennité, mais Julien la reçut comme une confirmation essentielle, non pas que tout était pardonné, mais que tout n'était pas perdu. Les fleurs dans le jardin poussaient lentement. Certaines se fanaient vite, d'autres tenaient tête au vent. Élise disait souvent que ce jardin leur ressemblait, qu'il était fragile, désordonné, parfois envahi par des herbes indésirables, mais toujours vivant. Et il l'aimait ainsi, sans perfection, sans ligne nette. Un jardin qui ne cherchait plus à impressionner mais à exister. Parmi les objets que Julien sculptait, il en avait gardé un pour lui, une petite boîte en bois d'olivier qu'il avait gravée d'un mot, « Recommencer ». Il ne l'avait pas offerte à Élise. Il l'avait posée un jour sur la table de la cuisine, sans rien dire. Elle l'avait ouverte, avait découvert un galet à l'intérieur, poli, lisse, avec une date inscrite, celle de leur premier rendez-vous à Avignon, avant le mariage. Elle n'avait pas pleuré. Elle l'avait embrassé sur la joue, longuement, et ils avaient continué leur journée comme d'habitude. Ce geste, comme tant d'autres, s'ajoutait à la mosaïque silencieuse de leur reconstruction. Rien de spectaculaire, juste des actes, des présences, des silences habités. Et à travers tout cela, Élise retrouvait peu à peu ce sentiment qu'elle croyait perdu à jamais, celui d'être vue, entendue, respectée. Un soir d'orage, alors que la pluie battait contre les vitres et que le feu crépitait dans la cheminée, Élise ouvrit un vieux carnet, celui qu'elle tenait encore au manoir, où elle notait chaque indice du mensonge de Julien. Elle le relut, page après page. Puis, sans mot, elle le referma, le plaça dans une boîte et le rangea dans le grenier. Elle ne le jeta pas, mais elle décida de ne plus le garder à portée de main. Ce n'était pas de l'oubli, c'était une place donnée au passé, pour qu'il ne gouverne plus le présent. Et dehors, dans le jardin, sous la pluie, les fleurs continuaient de grandir. Un dimanche de mai, le ciel était clair au-dessus de leur maison provençale. Les murs, couverts de vignes vierges naissantes, renvoyaient la lumière douce d'un printemps apaisé. Élise installait une nappe en lin sur l'herbe fraîchement coupée. Elle avait préparé un panier garni de mets simples, du fromage de chèvre, des figues, du pain frais et un petit pot de confiture maison. Julien sortit avec 2 verres et une bouteille de limonade artisanale. Le décor n'avait rien d'exceptionnel, et pourtant tout dans cette scène respirait une sérénité que ni l'un ni l'autre n'auraient cru possible quelques mois plus tôt. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre, sans se presser, savourant le soleil, les odeurs, les silences. Leurs gestes n'étaient plus guidés par le doute ou la méfiance, mais par une lente tendresse faite de constance. Il n'y avait pas eu de déclaration enflammée, pas de demande officielle de recommencer leur vie à deux. Tout s'était fait dans les plis du quotidien, dans les matins partagés, les efforts faits ensemble, les mots échangés sans attente. Ils avaient choisi de rester, non par habitude ou résignation, mais parce qu'ils avaient redécouvert quelque chose qu'ils avaient longtemps négligé, la liberté de choisir chaque jour l'autre, sans promesse d'éternité, mais avec l'envie de construire un présent habité. Ce jour-là, après le repas, Julien sortit un carnet relié en cuir, posé dans un petit sac en toile. Il le tendit à Élise sans un mot. Elle le regarda, un sourcil levé,
et le prit entre ses mains. Elle reconnut la texture du cuir, le grain irrégulier du papier fait main. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture régulière, plus serrée que celle qu'il utilisait habituellement. Ce n'était pas un journal intime classique, mais une suite de notes, de réflexions, de souvenirs. Il y avait des croquis, des pensées nocturnes, des fragments de rêves. La première page était datée du lendemain de son départ du manoir. Elle lut la première phrase et son souffle se suspendit. « Je t'ai menti par peur, mais je t'ai aimé avec vérité. » Elle s'arrêta un instant, ferma les yeux, sentit l'émotion lui monter doucement dans la gorge. Puis, elle tourna les pages. Il y avait des confessions, des regrets, mais aussi des passages d'une grande simplicité, des descriptions de leur petit déjeuner, des impressions après une promenade, des souvenirs précis d'instants qu'elle croyait oublier. Il avait tout noté, non pour se faire pardonner, mais pour ne plus jamais oublier. Il ne la regardait pas lire. Il fixait un point dans le jardin, laissant le vent faire bruisser les branches des oliviers. Il avait hésité longtemps avant de lui offrir ce carnet. Ce n'était pas un cadeau pour la séduire, ni une tentative de justification. C'était un témoignage de ce qu'il était devenu en son absence, de l'homme qu'il avait commencé à devenir, seul, dans le silence de leurs jours séparés. Lorsqu'elle referma le carnet, elle le garda contre son cœur. Puis elle tourna la tête vers lui. « Merci, pas pour les mots, mais pour le chemin que tu as fait pour arriver à les écrire. » Il lui répondit par un sourire discret, l'un de ceux qu'il n'avait plus depuis leurs premières années, quand tout était encore léger, presque insouciant. Mais cette fois, le sourire venait de plus loin. Il portait la marque de la traversée, de l'épreuve, de la perte et de la reprise. Leurs regards se croisèrent, et sans avoir besoin de parler, ils se comprirent. Ce n'était pas un retour au passé. Ce n'était pas une tentative de faire comme si rien ne s'était passé. C'était un début, un vrai. Parce que cette fois, ils avaient choisi, non pas dans la passion du premier amour, ni dans l'élan irréfléchi de la nostalgie, mais dans la conscience mature de ce que cela signifie que d'aimer, après avoir failli se perdre. Ils savaient désormais que l'amour n'est pas un refuge. C'est une construction lente, patiente, souvent imparfaite, mais capable de renaître si elle est nourrie de vérité. Le vent soufflait plus fort à présent. Des pétales de fleurs tombèrent sur la nappe. Élise tendit la main et attrapa l'un d'eux, le fit tourner entre ses doigts. Puis elle dit, presque à voix basse, « Tu sais, quand je suis partie, je pensais que c'était la fin. Je croyais qu'après ça, il ne resterait rien. J'avais tort. Ce n'était pas la fin. C'était la coupure nécessaire. Celle qui nous a séparés juste assez pour qu'on puisse se retrouver autrement. Pas comme avant, mais mieux. » Julien acquiesça. Il savait qu'elle avait raison. Ce qu'il vivait maintenant n'aurait pas été possible sans la douleur, sans la distance, sans le risque de tout perdre. Et c'est justement ce risque, affronté pleinement, qui donnait aujourd'hui à leur lien une densité nouvelle. Ils restèrent là, longtemps, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Ils ne parlèrent plus. Ils n'avaient pas besoin de remplir l'espace. Leur silence n'était plus celui de l'incompréhension, mais celui de l'accord tacite. Celui qui naît quand deux âmes ont décidé, l'une en face de l'autre, sans promesse ni grand discours, de continuer ensemble, un jour à la fois. Et tandis que les ombres s'allongeaient sur l'herbe, Élise prit la main de Julien dans la sienne. Un geste simple, mais chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas su se dire pendant trop longtemps. « Maintenant, dit-elle, nous sommes exactement là où nous devons être. » Julien serra doucement sa main, le cœur apaisé. Oui, ils étaient là, ensemble, encore. Et cette fois, pour de bon, parce qu'ils avaient appris que l'amour le vrai ne réside pas dans les instants parfaits, mais dans ceux qu'on choisit de reconstruire, encore et encore, même après la chute, même après le doute, parce qu'ils avaient choisi de s'aimer une seconde fois, et que cette fois c'était pour eux, rien que pour eux.